Hey, bonjour tout le monde. Me voilà de retour après plus d'un an d'absence. C'est vrai que j'ai été absente quasiment durant toute l'année 2020 après le lancement de mon tuto make-up. Et j'ai mis beaucoup de temps à revenir sur YouTube. J'ai mis beaucoup de temps. C'est le bon moment en fait pour moi de vous raconter enfin mon histoire, ce que j'ai vécu durant l'année 2020. Je vous propose d'écouter tout de suite mon témoignage. Alors, tout a commencé en fait le 4 janvier 2020 exactement. Il y a eu en fait au Zénith de Paris une grande rencontre organisée par Casarema. Donc, c'était une grande rencontre de serviteurs de Dieu. Voilà, c'était vraiment un grand événement. Et mon père spirituel, donc l'évêque Gélé d'Orego, était invité à cet événement. Moi, je n'y étais pas, je ne pouvais pas y assister, mais c'est vrai que mon mari y était. Et ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il y a eu un moment, un serviteur de Dieu qui était aussi invité à cet événement et monté sur l'estrade, qui me recherchait en fait. Et il m'a appelé par mon nom de jeune fille et par mon deuxième prénom, que je ne dirai pas. Il m'a appelé par mon nom de jeune fille, par mon deuxième prénom. Moi, je savais pas, j'étais à la maison avec les enfants. Et là, je vois mon mari qui m'appelle et qui me dit ouais, tu sais, il y a un homme là, enfin, il y a un prophète là sur l'estrade et tout. Il a cité ton nom, qui recherchait ton nom. C'est bien toi et tout. Et il me sort mon deuxième prénom. Bon, allez, je le balance. Mon deuxième prénom, c'est Ngamikou et tout. Il dit, oui, je recherche Ngamikou Nzebo. Nzebo, c'est mon nom de jeune fille. Il me dit, c'est bien toi. Après, je dis, bah oui, c'est moi. Après, au début, je le croyais pas. Je dis, oh, vas-y, c'est ça, vas-y, arrête de mentir et tout. Il me dit, non, non, je te jure, c'est vrai, je te jure, c'est vrai, il a dit ça. J'ai dit, mais c'est moi, c'est moi. Et en fait, à ce moment-là, mon mari était sorti de la salle pour m'appeler justement parce qu'il était tellement choqué qu'il voulait être bien sûr. Donc, je lui ai dit, mais oui, c'est moi, vas-y, rentre et dis, enfin, présente-toi à ma place, en fait, parce que je voulais entendre ce que cet homme de Dieu voulait dire, en fait, tu vois. Et donc, mon mari, il y va et il reste avec moi au téléphone. Et là, mon mari, il dit, enfin, il se présente en disant comme quoi que je suis sa femme. Donc, il lui dit, ah bon, c'est ta femme, etc. Et mon mari, il dit oui. Et moi, je suis au téléphone avec lui, enfin, j'écoutais en même temps ce que cet homme de Dieu-là disait. Il y avait, je sais pas combien de monde ce jour-là au Zénith, mais je sais pas, peut-être plus de 4000 personnes ou plus, j'en sais rien, mais il y avait énormément de monde. Et là, il commence à prophétiser bon, sur moi, sur mes affaires professionnelles, enfin. Et après, il commence à dire que oui, en gros, que, il voit, enfin, que le Seigneur lui dit que je vais retomber enceinte. Alors que pour moi, en fait, à cette époque-là, enfin, à ce moment-là, on avait déjà 3 enfants et c'est vrai que pour moi, c'était la fin, quoi. Je voulais plus d'enfants, c'était fini pour moi. Je ne voulais plus d'enfants. Donc là, quand j'entends le serviteur de Dieu dire que oui, c'est programmé, Dieu me dit que ta femme va être, enfin, que vous allez encore avoir un enfant là, que c'est programmé. Mais je suis tombée, en fait, j'étais au téléphone avec mon mari, je suis tombée à genoux et j'avais les larmes en fait parce que je me suis dit mais non, en fait là, c'est plus possible. Là, stop, je ne veux plus d'enfants, faut que je passe à autre chose en fait. J'ai d'autres projets. En plus, j'étais pas la seule. En 2020, on avait plein de projets, mais le Covid nous a tous stoppés. Mais donc je commence à tomber à genoux, je dis non, 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 bref, bon. Après, bref, il a dit tout ce qu'il avait à dire. Et puis moi, je suis restée sur cette parole-là. Enfin, je ne l'ai pas trop prise pour moi. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'ai à peine la trentaine. Si je dois en avoir un, bah allez, peut-être vers mes 35, vas-y, je ferai un dernier. Entre-temps, je vais me concentrer sur autre chose et tout, mes projets, etc., etc. Donc, ok, l'histoire se termine là. Les mois passent. Et là, on arrive au mois de mars, donc le premier confinement. Premier confinement, tout va bien. J'attendais mes règles en fait. Le premier confinement, je crois, de mars, a commencé le 17 mars, je crois, quelque chose comme ça. Et j'étais censée avoir mes règles, genre dans les jours qui suivaient, quoi. Donc j'attendais. Je vois les semaines passent, je n'ai toujours pas de règles. Après, je me suis dit, bon, mais pourtant j'avais des petites douleurs comme si mes règles, elles allaient arriver. Donc j'étais pas inquiète au départ. Ensuite, je voyais le temps passer et je me dis, mais c'est bizarre, je les ai toujours pas. Et alors que j'avais un stérilet au cuivre. Et donc,
Je les voyais toujours pas arriver. Et puis après, je commençais à chercher un peu sur Internet et tout. Puis je commençais à voir sur Internet comme quoi qu'il y avait d'autres femmes qui étaient dans le même cas que moi depuis on était dans le confinement, que le fait d'être enfermée, ça avait déréglé beaucoup de femmes, etc. Donc je me suis dit, bon, ça doit être ça en fait. Donc voilà, le temps passe, on entre dans le mois d'avril et j'ai toujours pas mes règles. Et là, je commençais à me sentir un peu mal. Je sais pas, je me sentais fatiguée et dès que je me réveillais de la sieste, en fait, je me sentais mal, je me sentais vaseuse, enfin, nauséeuse, enfin, j'étais pas bien en fait. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc? Et je me souviens qu'avec l'église, avec mon assemblée Providence, on avait toujours culte en fait, mais en ligne. On avait culte en ligne et c'était un vendredi. Un vendredi soir, on avait culte de prière en ligne et puis on était tous là à la maison, enfin mon mari et mes enfants. On priait, on priait, on priait. Et à un moment, je me suis isolée et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à dire Seigneur et tout. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe là dans mon corps, mais vraiment que tout ce mal-là me quitte en fait. Que ce mal me quitte, que mes règles reviennent, enfin que je me ressente bien normale en fait. Donc j'ai fait cette prière-là dans mon cœur. Le lendemain, on était le 11 avril, c'était notre anniversaire de mariage, et je me sentais toujours aussi mal. Et là, je dis à mon mari, va à la pharmacie et achète un test de grossesse. Parce que là, ce que je ressentais, en fait, ça me... Je voulais pas y croire parce que je me disais, j'ai un stérilet, c'est pas possible. Même si j'ai déjà entendu qu'on peut tomber enceinte sous stérilet, mais je me suis dit, non, c'est pas possible et tout. Donc je fais le test et en fait pour moi dans ma tête je me dis c'était impossible, impossible que je sois enceinte. Donc je me suis dit au moins je vais voir que le test il est négatif, ça va me rassurer et j'irai voir un médecin si ça va toujours pas mieux quoi. Donc je fais le test et je le pose dans la salle de bain, je vague à mes occupations et je reviens genre 5 minutes après. Je prends le test, je vois il y a écrit enceinte 3+, donc de plus de 3 semaines. Et là j'appelle mon mari et je lui dis regarde. Je lui tends le test comme ça. En fait, j'étais énervée au fond de moi. En fait, j'étais dans un... J'avais un sentiment trop bizarre entre énervement et en même temps, je riais de stress. Enfin, c'était trop bizarre, quoi. Je lui tends le test de grossesse et lui, il était tout content. Enfin, il rigolait, il était content et tout. Mais moi, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je me suis dit, mais non, et tout, je vais pas repartir dans les couches, les galères, l'accouchement. Enfin, j'étais pas prête, en fait. Mon mari, il était mort de rire. Enfin, il était content, quoi. Bref. Donc, j'ai du mal à accepter la grossesse et tout. Mais bon, après, au fur et à mesure du temps, je m'y fais. Et sachant que on avait déjà une fille, notre premier enfant, c'était une fille. Ensuite, on a eu 2 garçons. Et là, j'espérais trop que ce soit une fille. Comme ça, je me suis dit, vas-y, c'est bon. Comme ça, j'aurai 2 filles, 2 garçons. C'est bon, quoi. Je serai tranquille et tout. Enfin, même pour l'organisation dans la maison et tout, c'était beaucoup plus simple, en fait, pour moi que ce soit une fille. Le samedi même, j'ai pris rendez-vous avec mon gynéco sur Doctolib, puis j'avais rendez-vous le mardi. Le mardi, je suis partie le voir. J'ai expliqué que j'étais enceinte. Bon, ok, d'accord. Il m'a demandé ce que je voulais faire. Donc, bien évidemment, en tant que croyante, en tant que chrétienne, j'allais pas enlever. Hein. Donc, j'ai dit, bah, je le garde. Et donc, du coup, il m'a retiré mon stérilet parce que j'avais toujours le stérilet. Puis, on arrive à la deuxième écho. Sachant que avant d'arriver à la deuxième écho, en fait, pendant tout ce temps, moi, je priais Dieu que ce soit une fille. Tout le temps, je répétais ça. Seigneur, pitié, donne-moi une fille, donne-moi une fille, donne-moi une fille. Je disais que ça dans mes prières, en fait. Je prie seulement que ce soit une fille, en fait. Donc, le jour de la deuxième échographie arrive. Il regarde, il regarde. Après, il me dit, vous voulez savoir le sexe? J'ai dit oui. Après, il me dit oui, c'est un petit garçon. Alors là, mon cœur, c'est... bam! Mon cœur, c'est... Je sais même pas comment dire. En fait, j'étais dégoûtée. Et j'étais vraiment dégoûtée. J'avais limite envie de pleurer. C'est-à-dire que même quand le gynéco continuait de me parler, j'écoutais plus en fait parce que j'étais tellement fâchée. À ce moment-là, franchement, que Dieu me pardonne, mais j'étais fâchée contre Dieu. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est pas possible quoi. Donc, il me dit, c'est un garçon. Et là, il continue son écho et tout. Il me dit, bon, il commence à regarder, à vouloir regarder le cœur du bébé. Et il me dit, oui, par contre, là, il y a un petit souci. Et là, du coup, quand il m'a dit, il y a un petit souci, tout de suite, je suis revenue à la raison. Et mon cœur a fait bim, parce que je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, en fait? Il me dit, oui, là, il y a un petit souci, parce que j'ai du mal à voir le cœur du bébé. En fait, le cœur est caché par l'estomac. Et moi, du coup, sur le coup, je percute pas trop ce que ça veut dire, en fait. Il me dit, oui, le cœur est caché par l'estomac. Enfin, c'est bizarre, en fait. Bon, en même temps, il est un petit peu tôt, là, pour l'échographie du deuxième trimestre. Mais
je soupçonne que votre enfant a une hernie. Alors, il me parle de trucs que je ne connais même pas, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et là, tout va super vite. Et en même temps, je me rappelle ce jour-là que mon gynéco, il avait énormément de retard. Il y avait beaucoup de gens qui s'attendaient dans sa salle d'attente. Et dans la tête, je me suis dit, vas-y, lui, c'est parce il est trop en retard, en fait. C'est pour ça qu'il veut faire les choses vite, vite, vite. Il veut pas prendre son temps de bien regarder le cœur et tout, je sais pas quoi, et tout, et tout. Et là, en fait, ça va super vite. Il me dit, oui, j'ai du mal à voir le cœur. Je soupçonne que votre enfant a une hernie diaphragmatique. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer à l'hôpital de Pontoise. Comme c'est un grand hôpital, eux, ils ont vraiment des appareils super performants pour bien voir au niveau de l'échographie, etc., etc. Mais je soupçonne que votre enfant a une hernie, ce qui voudra dire que vous allez devoir être opéré, que votre enfant aussi va devoir subir une opération. Enfin, il commence à me parler de trucs que je comprends pas en fait. Sur le coup, je comprends pas. Je me dis, mais de quoi tu me parles en fait? Et, euh, et je commençais à avoir les larmes en fait, parce que je me suis dit, mais on est là, en fait, t'as trop été concentré sur le sexe du bébé, mais le plus important, c'est pas que ce soit une fille ou un garçon, en fait, le plus important, c'est que ton enfant soit en bonne santé. Et ça, t'as complètement oublié de le demander dans tes prières, ma fille. Enfin, tu vois, et je m'en suis voulu à ce moment-là. Je me suis dit, mais mince, en fait, je m'en fous. Là, à l'heure actuelle, tout ce que je veux, c'est que mon bébé vive, que mon bébé soit en bonne santé, que mon bébé aille bien. C'est tout ce que je voulais. Donc il me dit oui, alors je vais envoyer un mail tout de suite à l'hôpital de Pontoise, je vais tout de suite transférer votre dossier pour qu'ils vous reçoivent en urgence dans la semaine. Donc je sors de chez mon gynéco, franchement j'étais pas bien. J'étais pas bien, j'appelle mon mari, je lui explique et tout et tout. Donc mon mari il me dit ouais t'inquiète pas c'est rien, on a la foi, ça va bien se passer et tout et tout. Donc sur le coup, j'envoie un message à ma mère spirituelle, le pasteur Shirley Dorigo, pour lui dire. Et elle me dit oui, mais non, t'inquiète pas. Enfin, voilà, elle me rassure, elle me dit oui, tout va bien, tu vas aller à l'hôpital, ils vont faire les examens et on verra. J'ai dit ok. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain de ce rendez-vous-là, on m'appelle par l'hôpital de Pontoise pour me donner un rendez-vous. Et donc, j'ai rendez-vous le jeudi 30 juillet à l'hôpital de Pontoise. Donc, on est reçu par une femme, par un médecin vraiment très gentil. Très très gentil et tout. Et j'étais avec mon mari. Et donc là, elle me dit, bah écoutez, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une échographie. Durant l'échographie, je ne vais pas parler. Ne vous inquiétez pas, c'est parce que je veux vraiment bien faire mon travail, en fait, regarder tout ce que j'ai à regarder. Et ensuite, dès que j'aurai fini ça, on fera un point ensemble. Donc l'échographie, elle a duré super longtemps. Mais vraiment, je pense que c'était une échographie de un bon 20 minutes. Hein. Et donc là, elle regarde tout. Elle me confirme encore que c'est un garçon. Et elle regarde tout. Et ensuite, l'échographie se termine, on passe dans son bureau. Et là, mon mari lui demande, oui, tout va bien là, il n'y a pas de problème, tout va bien. Et là, elle dit, oui, bah en fait, il y a une petite anomalie. Donc quand elle dit ça, là, je commence à pleurer. Je commence à avoir les larmes parce que je me dis, purée, c'est quoi cette histoire? Et là, elle nous explique vraiment ce qui se passe. Donc elle nous dit qu'en fait, que oui, il y a une petite anomalie. En fait, votre enfant a une malformation au niveau de son diaphragme. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, le diaphragme, c'est un muscle qu'on a en fait au niveau, enfin à l'intérieur du ventre, si je peux dire. Et c'est ce muscle-là qui sépare en fait l'appareil digestif, donc tout ce qui est estomac, intestin, etc., avec l'appareil respiratoire, donc les poumons, le cœur, voilà. Et donc en fait, au niveau du diaphragme de mon bébé, en fait, il y avait une malformation, c'est-à-dire que au lieu qu'il fasse toute la séparation, bah, en fait, au niveau gauche de son corps, ce diaphragme-là était inexistant. Ce qui a fait en fait que les intestins, le foie et d'autres organes en fait de l'appareil digestif sont remontés en fait au niveau du poumon gauche, qui empêchait en fait le poumon gauche de se développer. Et ce qui a fait que le cœur en fait de mon bébé avait dévié à droite au lieu d'être à gauche comme tout le monde, son cœur avait dévié à droite. Donc c'est une malformation quand même assez grave parce qu'il y avait une compression au niveau des poumons, ce qui pouvait l'empêcher à la naissance de respirer en fait correctement comme tout le monde quoi. Et donc de là elle m'explique en fait les étapes qui vont suivre. Donc elle me dit que moi étant enceinte,
je risquais de me faire opérer. Donc c'était la première fois de ma vie que j'entendais ça en fait, de subir une opération en étant enceinte en fait. Et cette opération en fait c'était comme si en fait plus ou moins on opérait mon bébé en fait qui était dans mon ventre. C'était, pour moi je voyais ça que dans Grey's Anatomy, enfin voilà quoi. Et elle me parlait de ça, je me suis dit purée, moi je me suis jamais fait opérer de ma vie, enfin, donc je me suis dit purée, j'ai pas envie de vivre ça. Et elle me dit aussi que à la naissance, mon bébé se fera opérer obligatoirement, sinon il ne pourra pas survivre en fait. Parce qu'il ne pourra pas respirer de lui-même à cause de tout ça, de cette malformation-là et de cette pression de tous ses organes. En fait, mon bébé ne pourra pas respirer de lui-même, donc forcément, il sera opéré à la naissance. Donc là, j'entends ça, je me dis, c'est pas possible en fait. Comment un bébé, un enfant si petit en fait peut être opéré comme ça à la naissance. Pour moi, c'est juste impensable. C'est juste impensable. Et je me disais qu'il allait avoir une cicatrice et tout. Enfin, comment j'allais le porter, comment j'allais prendre soin de lui avec la cicatrice. Enfin, bref. C'était trop d'informations pour moi et franchement, j'avais énormément pleuré ce jour-là. Et elle me disait qu'en fait, que là, mon dossier allait être envoyé à l'hôpital Necker. Donc, c'est l'hôpital des enfants malades, un grand hôpital sur Paris. Que mon dossier allait être envoyé là-bas et qu'ils allaient me contacter là assez rapidement pour que je puisse suivre une batterie d'examens, que je rencontre tous les spécialistes qui m'expliquent bien tout le procédé, tout ce qui allait se passer durant ma grossesse et tout ce qui allait se passer à la naissance. C'est beaucoup de souvenirs assez compliqués, mais bon. Il faut que j'en parle parce que je sais que ça peut arriver à beaucoup de personnes. Là, ce que je raconte, c'est mon histoire. C'est pas parce que ça m'arrive à moi que ça va vous arriver à vous, surtout celles qui me regardent et qui sont enceintes peut-être. C'est mon histoire, c'est mon témoignage, il fallait que j'en parle parce que j'ai vécu beaucoup de choses en fait durant cette période. Ma foi a été éprouvée. Ouais, j'ai vraiment eu des moments où j'avais envie de tout laisser tomber quoi. Donc ce jour-là, à l'hôpital de Pontoise, on m'a proposé de faire une amniosynthèse. Donc une amniosynthèse, en fait, c'est on prélève en fait du liquide amniotique. Donc avec une grande seringue, on te pique dans le ventre pour prélever du liquide amniotique et puis pour faire d'autres analyses, voir s'il n'y a pas d'autres anomalies, s'il y a telles que la trisomie, la trisomie 21, il y a d'autres trisomies, d'autres malformations, d'autres problèmes en fait, pour voir s'il n'y avait pas tout ça. Et d'office, j'ai refusé. Je me suis dit, c'est bon, là, il y a déjà ça. Je ne veux pas... Enfin, pour moi, j'étais persuadée qu'il y avait rien d'autre. Donc, je ne voulais pas, c'était catégorique. Sachant que je sais aussi que la myosynthèse peut provoquer, dans certains cas, des fausses couches. C'est rare, mais ça peut le faire. Donc, c'est pour ça que je ne voulais pas. Donc, je sors de là, bien évidemment. J'appelle mes parents spirituels. Je leur raconte tout ça. Donc de là, ils me disent, bon, on rentre en prière. On rentre en prière et tiens-nous au courant de chaque étape, de tout ce qui se passe, tiens-nous au courant et tout et tout. Mon mari et moi, on a décidé à ce moment-là de ne pas prévenir nos familles. On a préféré le garder pour nous et de prévenir uniquement nos pasteurs. Donc à part nos pasteurs, pardon, à part nos parents spirituels, personne d'autre ne le savait. On a vraiment gardé ça pour nous. Et on n'a pas voulu dire à nos familles parce que moi, je voulais pas en fait avoir de stress supplémentaire. C'était quand même dur à gérer. J'avais pas envie d'avoir du stress supplémentaire. J'avais pas envie de faire peur à ma mère aussi. J'avais besoin de rester quand même concentrée dans la prière. Et je voulais pas être découragée ou je voulais pas être encore plus mal en fait dans mon moral. Et je voulais pas non plus faire du mal à ma famille. Donc j'ai préféré, et à ma belle famille. Donc on a préféré ne rien dire. Donc le jeudi 6 août 2020, donc vraiment ça s'enchaîne, hein, ça s'est enchaîné. J'ai mon rendez-vous à l'hôpital Necker. Donc ils m'ont prévenu que j'allais y rester toute la journée. Donc on est arrivé le matin à 8 h à l'hôpital Necker. Et cette journée, c'était la journée la plus horrible de ma vie. Mais vraiment la plus horrible de ma vie. Donc je fais une première écho avec eux à l'hôpital Necker et là du coup c'est bien confirmé qu'il y a eu une hernie,
qui a eu une hernie. Donc la malformation que mon fils avait à ce moment-là s'appelle une hernie diaphragmatique gauche. Donc là, l'échographie confirme bien qu'il y a une hernie. On me propose encore de faire une amniosynthèse. Je refuse. Je dis que non, je ne veux pas. Ils me disent, mais c'est pour voir s'il n'y a pas d'autres maladies génétiques, etc., etc. Donc je refuse parce que je savais que mon bébé, il n'avait rien d'autre. Je ne voulais pas. Je ne voulais vraiment pas. Et là, on me dit, bon, ok, là, vous allez rencontrer le professeur Ville. Donc c'est un professeur, en fait, en gros, qui est spécialiste, un professeur connu, qui est spécialiste de ce genre de malformation, etc., etc. Donc vous allez le rencontrer et il va vous expliquer un peu tout ça. Donc on le rencontre et je me souviens, il rentre, excusez-moi, il rentre dans la salle d'échographie, là où j'étais avec mon mari et tout, et il commence à nous expliquer en fait ce qui se passait. Donc il nous dit que le cas de notre bébé, il est très grave, qu'il y a différents degrés, il y a le degré faible, modéré et vraiment très grave, et que là, le cas de notre bébé est vraiment très grave. Que concrètement, il nous dit clairement, en fait, ce qui m'a vraiment choquée avec lui, c'est qu'il était vraiment très cru, en fait. Il avait aucune empathie. Il avait aucune empathie. Et là, il nous balance comme ça que clairement, votre enfant, il y a 80% de probabilité que votre enfant décède à la naissance. Donc, mettez-vous à ma place. J'entends ça, je fonds en larmes en fait. 80% de probabilité, c'est-à-dire qu'il lui reste que 20% de chance de survie. Je me dis, c'est pas possible. Je me dis, c'est pas possible. En fait, à l'entendre parler, c'est comme si il y avait pas d'espoir en fait. Il n'y avait pas d'espoir pour que mon enfant survive. Je me dis, s'il dit, c'est pas possible. Et là, il m'explique en fait que oui, ils ont développé une technique qui s'appelle le plug. C'est en fait une opération, donc c'est l'opération qu'on me disait que j'allais devoir subir. Donc en fait, ils allaient faire un trou en fait au niveau de mon ventre et par ce trou introduire en fait un petit ballonnet. Ils allaient introduire un petit ballonnet en fait passer par la bouche de mon bébé et atteindre sa trachée pour déposer ce ballonnet. Ce ballonnet-là, une fois qu'il serait posé, il allait gonfler, ce qui allait en fait provoquer que les poumons allaient être obligés de se développer en fait beaucoup plus vite que la normale. Donc j'allais devoir subir cette opération-là. Pour moi, c'était la première fois que j'entendais ça. Franchement, j'avais peur. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc en fait? Je me suis dit, putain, il y a une conspiration autour de moi. Ils veulent me tuer, ils veulent tuer mon bébé. Enfin, je comprenais pas. Et je me suis dit, non, c'est mort. Je vais pas faire cette opération-là. Je suis chrétienne. On prie, mon mari et moi, on prie. On sert le Seigneur dans notre assemblée Providence. Donc c'est sûr que Dieu va faire quelque chose, quoi. Je me suis dit qu'on n'aura pas besoin d'arriver jusque-là, que Dieu aura déjà fait quelque chose. Dieu aura fait un miracle et que un jour, on va retourner chez le médecin faire une écho et qu'il va se rendre compte que, il n'y a plus rien, en fait. Votre enfant va bien, tout s'est remis en place. En fait, pour moi, c'était ça dans ma tête. Et il me disait clairement, de toute façon, que mon enfant, en fait, si jamais il survivait, enfin, que mon enfant, dans tous les cas, il allait devoir être opéré à la naissance. Si, dans tous les cas, il ne se faisait pas opérer, il ne survivrait pas. Donc, en fait, il n'y avait que du négatif qui sortait de sa bouche. Vraiment, que du négatif. Que des choses négatives, en fait. Et c'était vraiment dur. C'était vraiment dur. On est sorti du rendez-vous, on nous a dit oui, maintenant, vous pouvez aller manger et tout, mais j'avais même plus de force, en fait. J'avais même plus de force. Et je comprenais pas, j'étais abattue. Puis mon mari, il était normal. Enfin, je lui disais, mais toi, ça te choque pas? Il me disait, mais en fait, c'est pas que ça me choque pas, mais c'est que au moins il a été clair dans ce qu'il a dit. Et puis ça nous permet à nous, après, de cibler nos prières, en fait. Moi, ce qu'il a dit, je l'ai pas pris comme vérité, en fait. Il me disait ça, que lui, pour lui, c'était... Il y croyait pas. Il se disait pas que c'est ce qui arrivera à notre bébé, en fait, tu vois. Mais
que juste que ça lui permettait de bien comprendre et de pouvoir bien cibler après les prières et tout. J'ai dit ok, on revient de notre pause, on rencontre le chirurgien pédiatre. Donc là on la rencontre et puis elle nous explique encore bien tout ce qui allait se passer. Donc du coup elle nous parle de l'opération et elle nous dit clairement qu'en fait c'est pas l'opération qui fait que ça y est votre bébé est complètement rétabli, qu'il n'y a plus aucun problème. Elle nous dit qu'en fait non, l'opération c'est juste un détail, mais qu'après l'opération il y a de longues semaines de réanimation qui suivent. Et là je lui demande c'est combien de temps à peu près que mon enfant resterait à l'hôpital. Elle nous dit ça peut être environ 2 mois. Donc pour moi, je me suis dit, waouh. Je me suis dit, en fait, pendant 2 mois, mon enfant va rester à l'hôpital. Je me suis dit, c'est pas possible. Et elle nous dit, oui, oui, pendant 2 mois, que l'enfant reste en réanimation, parce que voilà, c'est une opération lourde, que voilà, faut qu'il apprenne à respirer de lui-même. Après, faut qu'il apprenne à manger. Enfin, qu'il y a plusieurs étapes, en fait, à passer. J'étais vraiment pas bien. Et là, du coup, je demande à appeler mon pasteur, le pasteur Gélil, parce que j'avais besoin d'avoir son avis en fait par rapport à l'amniosynthèse. Parce que faut savoir qu'à Necker, tous les chirurgiens, enfin tous les médecins que j'avais vus ce jour-là, tout le monde me disait oui, vous voulez pas faire une amniosynthèse, etc., etc., etc. Et donc là, je l'appelle et je lui dis voilà, il me propose de faire une amniosynthèse. Donc il me demande ce que c'est, je lui explique. Et je lui dis donc je lui explique, il me propose de faire l'amniosynthèse en fait pour voir s'il n'y a pas d'autres problèmes génétiques ou etc. Il me dit franchement ma fille, fais-le. S'il y a d'autres choses, vaut mieux qu'on le sache dès maintenant plutôt qu'on le découvre plus tard, donc fais-le. J'ai dit ok. Donc je raccroche avec lui et là on retourne voir les médecins et je leur dis finalement je veux bien faire l'amniosynthèse. Elle me dit ok, donc je suis là, le médecin et tout, elle m'emmène dans une salle et là on m'explique que mon mari ne pourra pas venir avec moi, qu'il ne pourra pas y assister. Donc c'était dur parce que j'avais peur, j'avais vraiment peur. Je vous dis la vérité, franchement j'avais peur parce que je savais pas trop à quoi m'attendre. Et en fait tout le personnel ce jour-là était tellement froid, en fait il n'y avait aucune empathie. Enfin, et je me disais purée, j'ai juste envie d'avoir mon mari auprès de moi en fait. Et elle me dit non, c'est pas possible parce que voilà, c'est dans une chambre stérile. Enfin voilà, c'est mieux que. Il pourra pas être là en fait. Vous devez être seul. J'ai dit ok, donc mon mari m'attendait à l'extérieur. J'ai mis beaucoup de temps. Le temps de me changer, parce que je devais me changer, je devais retirer mes vêtements et tout. Et ensuite, on m'allonge sur une table. Elles étaient deux femmes. On m'allonge sur une table et tout et tout. Et j'étais tellement perturbée. J'ai essayé de réciter le psaume 23, je me rappelle, pour essayer de penser à autre chose en fait. J'essayais de réciter le psaume 23 et j'y arrivais même pas. Je n'y arrivais même pas tellement j'étais stressée, j'avais peur, je pleurais et tout et tout. Donc après, quand c'était bon, je leur ai dit allez-y. Et je vous dis une douleur. C'est-à-dire qu'elles m'ont piqué, elles m'ont enfoncé leur grande piqûre dans le ventre. J'ai senti comment ça m'a percé la peau, tout ce que vous voulez. J'ai eu tellement mal, j'ai fondu en larmes. Et la seule chose en fait, parce que c'était long après, parce qu'il faut qu'elle tire le liquide. Enfin, en fait, il faut qu'elle fasse attention, parce que quand elle pique, il faut qu'elle regarde en même temps sur l'écran qu'elle ne touche pas mon bébé, quoi, dans le ventre, quoi. Donc, il faut qu'elle fasse super attention. Et j'avais mal. Et la seule chose qui arrivait à me calmer, en fait, c'est je pensais à mon fils Liam, donc le troisième. Je pensais à lui. Je pensais à lui quand il venait et qu'il m'attrapait les mains, le visage comme ça avec ses petites mains et tout. En fait, je pensais qu'à des moments comme ça avec lui, en fait. Des moments super câlins. Et c'est ça qui arrivait à me calmer. Donc en fait, après c'est fini. Donc elles ont fait leur truc, c'est fini. Elles me disent que j'aurai le résultat d'ici 10 jours pour savoir s'il y a d'autres choses ou pas. On a eu un dernier rendez-vous de la journée en fait. Et ce dernier rendez-vous-là, c'était le compte-rendu de tout ce qui s'était passé dans la journée. Et donc on disait que j'allais devoir réaliser une IRM. En fait, c'était que des examens que j'avais jamais fait dans ma vie en fait. J'allais devoir réaliser une IRM pour voir le pourcentage de poumons qu'avait mon bébé à ce moment-là. Et que donc maintenant j'allais être suivie à l'hôpital Necker, que mon accouchement allait se passer là-bas, que mon accouchement serait déclenché, enfin, bref, voilà, tout le suivi, enfin tout le compte rendu de la journée, on me dit tout à ce moment-là.
Et franchement, quand je suis sortie de cet hôpital, j'ai haï cet hôpital ce jour-là. Je me suis dit, mais je veux plus jamais remettre mes pieds dans cet hôpital. Je ne veux pas accoucher là-bas. C'est mort. Je veux accoucher là où j'ai toujours accouché mes enfants. Enfin, je veux plus remettre mes pieds dans cet hôpital. C'était tellement une journée noire. J'ai eu l'impression de voir que des démons toute ma journée, en fait. J'avais l'impression de parler qu'avec des démons toute la journée. C'était horrible. Mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de me lever vraiment dans ma prière. Dans la prière. Et je pense que avec le recul, enfin j'avais compris ça après, je pense que c'est une épreuve qui m'est arrivée aussi pour me réveiller aussi dans ma vie spirituelle parce que c'est vrai que des fois quand on a trop la routine dans la vie spirituelle, on est trop à l'aise en fait. Je pense que Dieu met certaines épreuves aussi pour nous faire passer à un autre niveau et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là parce que ce que je faisais, ce que j'ai commencé à faire, c'est que comme mon mari se lève à 4 heures du matin pour aller au travail, j'attendais qu'il soit 4h30, 4h45 à peu près pour être sûr qu'il soit plus là. Et là, je me levais, je commençais à prier. Et je faisais ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je priais, je priais, je priais. J'étais vraiment motivée en fait. Je me suis vraiment levée dans la prière et j'ai commencé à me détacher en fait de tout ce qui était futile. La télé et tout, je pouvais rester la journée comme ça sans regarder la télé. Je mettais que des louanges, des adorations. En fait, j'étais vraiment dans une autre bulle en fait, dans une autre sphère. Et les gens qui me voyaient, ils étaient loin de se douter en fait qu'il y avait tout ça comme problème parce que je le montrais pas en fait. Je ne le montrais pas du tout.